Toujours la difficulté de savoir comment on commence un épisode des Technos. Épisode 484, ça pourrait être un modèle de voiture, par exemple. La 484, par exemple. ...484. 484. Deux chroniqueurs. D'un côté Aurélien, salut Aurélien. Salut. De l'autre côté on a Thierry, salut Thierry. Salut Marc, salut Aurélien, bonjour de la Suisse. Oui, effectivement, c'est bien de le rappeler. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est la Belgique, la France, oui, la Suisse. Quand on est suisse, on met un S minuscule. Je suis suisse. Mais moi j'aime bien mettre un S majuscule. Voilà, un private fromage. Joke. un petit Suisse. Un petit Suisse. Voilà. On a plein de choses à se dire, évidemment. C'est notre veille technologique de la semaine qu'on vous propose comme chaque semaine d'ailleurs. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous cette semaine, mais n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, en disant, moi j'ai vu ça, ce qui était intéressant et vous auriez dû en parler. Oui, parce qu'on peut pas parler de tout. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est partager notre veille technologique, celle qu'on se partage déjà entre nous, hein, c'est la partager avec vous via notre infolettre à laquelle vous pouvez vous abonner. C'est le service Subtrack hein, qui gère ça pour nous. Et toutes les semaines, évidemment, en plus d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode, vous avez en plus des informations complémentaires. C'est juste une suite de liens, mais d'articles que nous on a trouvé intéressants et dont on n'a pas eu le temps de parler dans l'épisode. C'est là également que je vous propose les sources du bloc-notes qui vient toujours à peu près en milieu d'épisode. C'est là que vous trouvez ça aussi. Et puis sur notre site, c'est lestechno.be où tout est rassemblé et où vous pouvez vous abonner à tous ces services, comme le podcast, comme la chaîne YouTube, etc., etc. Je pense que j'ai tout dit, donc je vais laisser parler mes petits camarades et ça commence maintenant. Un ordinateur vivant, ou en tout cas qui fonctionne avec des cellules humaines, ça fait pas froid dans le dos, du tout. On rajoute une petite couche d'intelligence artificielle là-dessus et on peut rentrer chez nous tranquillement. Thierry, c'est toi qui nous parles de ça. Exactement, à l'heure où on enregistre cet épisode, hein, on est le 5 mars, il reste encore un jour pour le Mobile World Congress. On n'a pas envoyé de renvoyé spécial, comme j'aime bien le dire, mais il y a eu quand même quelques annonces. Alors, c'est pas super affriolant, parce que on parlait hors caméra de la difficulté de trouver des thématiques, des sujets, de l'actu. Il y en a une, moi, qui est pas passée inaperçue, c'est la présentation, justement, du bébé de Cortical, si je le fais en français, Labs, CL1, eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur qui fonctionne avec des cellules humaines. Voilà, au revoir, merci, rentrez chez vous. Non, plus sérieusement, c'est l'avènement d'un mode de fonctionnement sur un ordinateur autrement que sur des puces électroniques, sur des processeurs. Le rôle là, des cellules humaines, c'est de les faire évoluer. Alors il faut les alimenter. J'ai décortiqué tout ça parce que c'est quand même assez complexe. Il faut savoir que c'est de l'intelligence, je vais essayer de le dire en français, oui. De l'intelligence biologique synthétique, ou SBI pour parler en anglais. Le CL1 qui combine justement des neurones humaines avec des puces en silicium, parce qu'il y a quand même un peu d'électronique. Et puis, il y a plein d'avantages sur ce système. Alors, il faut imaginer, on le voit pour ceux qui ont l'image, des petits tubes qui vont alimenter, qui vont nourrir ces cellules humaines, parce qu'elles grandissent, elles évoluent, elles se dupliquent, elles font leur vie, en fait. Alors, tout ça, c'est filtré, c'est régulé, c'est un peu comme si on devait faire attention à donner à manger à un animal, sauf que là, c'est des cellules humaines. Donc, ça une espèce de Tamagotchi. Comme tu dis. C'est un Tamagotchi. Voilà, un Tamagotchi. J'ai pas les prix, mais à mon avis, il est un peu plus cher. Mais il a vraiment plein d'avantages, puisqu'on lui confère des capacités d'adaptabilité, enfin bref, il s'adapte vachement vite. Et puis, il apprend aussi très très vite. Là, on est franchement sur un outil qui va servir la recherche,
recherche, parce que c'est à la fois un outil, c'est aussi à la fois un sujet de recherche, mais il a quand même de sacrés avantages. On parle depuis pas mal de temps maintenant, 2 ans facile, d'intelligence artificielle générative. Eh bien, en fait, on va aller, je pense, sur des nouveaux moyens, parce que vous le savez, je vous apprends rien, ça consomme pas mal d'énergie, les GPU et tout ça. Donc on va peut-être voir l'avènement de cette façon d'utiliser les cellules humaines ou l'informatique biologique pour déjà consommer moins d'énergie, franchement moins. Donc c'est déjà une piste assez intéressante. Et puis cet auto-apprentissage, cette duplication comme le font les cellules qu'on a dans notre corps, quand on se blesse, quand on grandit, quand on évolue sur des millions d'années, voilà, il y a la nature qui fait son job. Et on est là sur un outil qui va pouvoir servir plusieurs domaines, principalement dans la recherche. Alors, ils ont parlé de la médecine pour pouvoir, par exemple, tester des médicaments sans devoir justement le tester sur des animaux. Donc, puisqu'on est sur un élément vivant, si j'ose utiliser le terme, des neurones vivantes, on va pouvoir mettre à l'épreuve cette technologie. On parle aussi de robotique. Alors là, ça fait un peu froid dans le dos parce que ça me rappelle tout de suite les séquences du début du film de Robocop. Ouais. Moi, j'adore revoir cette séquence, aller la revoir. Le film a un peu vieilli, mais vous allez voir toutes les premières versions de Robocop avant que le héros sorte du laboratoire. Où on voit effectivement cette espèce de volonté de brancher de l'humain avec de l'électronique et de la robotique. Et puis, comme je vous l'ai dit en préambule, l'exploration scientifique, ça va être un outil de recherche fabuleux. Encore une fois, je ne pense pas qu'on va le voir tout de suite dans nos salons, dans nos bureaux. Mais qui sait, on va laisser déjà les chercheurs se faire la main là-dessus. Et j'ai pas non plus de prix, mais c'était une des infos que j'ai trouvée assez intéressante, même si, bien évidemment, pour revenir sur Mobile World Congress, dans Mobile World Congress, MW, il y a le mot mobile. Il y a eu quand même 2-3 petites choses qui ont été annoncées dans toujours le cas du smartphone. Voilà. C'est intéressant, et après je donnerai la parole à Aurélien s'il a un truc à rajouter à ça, mais c'est amusant qu'on se rapproche quand même toujours plus de la nature, de ce qui existe dans la nature. Parce que je disais une autre news, elle sera d'ailleurs, cette news-là, dans le fruit de notre veille, comme je le disais il y a quelques instants sur notre infolettre. C'est une invention qui pourrait signer la fin des SSD. C'est un nouveau mode de mémoire qui utilise des cristaux et qui utilise en fait les défauts microscopiques dans les cristaux pour y stocker des informations. Et donc ce serait un stockage optique qui serait beaucoup plus durable que tous les autres stockages qui existent. Et donc je vous invite à aller voir cette news qui sera partagée dans notre infolettre. Abonnez-vous, j'ai envie de vous dire. Aurélien, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, ça me fait fortement penser au projet de Musk, Neuralink, qui cherche à mettre de l'électronique dans le corps humain. Dans l'être humain. Et là, on dirait que c'est l'inverse. Enfin, on pourrait penser que c'est l'inverse. Intéressant de voir comment tout ça pourrait évoluer. Et je rappelle aussi que l'humain a un mode de fonctionnement qui est complètement différent d'un circuit intégré, quel qu'il soit, microprocesseur et autres. L'humain permet à des puissances de calcul et de traitement et d'adaptabilité, comme tu le disais, qui sont outrement plus importants que n'importe quel algo, aussi complexe soit-il, et ayant appris autant de... Enfin, outrement. Foutrement. Non, mais voilà, il y a des algos très compliqués qui se basent sur beaucoup de choses qui font très peu qui représentent très peu face à les possibilités d'un cerveau humain. C'est exact. Je ne te contredirai pas sur ce point. Ça ne fait que commencer, ce genre de truc. Voilà. Mais donc on aura certainement l'occasion d'en reparler. Ni fleur ni couronne, un nom, un mot, une expression même va disparaître de notre vocabulaire dans peu de temps, le 5 mai. Bon, j'ai la date, je vous la donne. Aurélien, c'est Skype.
C'est dingue. Je ne pensais pas que ce serait possible, mais c'est possible. Skype, on va sans trahir aucun secret, on peut dire que les technos a commencé avec Skype. À une certaine époque, a commencé sur Skype. Et donc, voilà, après 20 ans d'une belle existence, le 5 mai prochain, Microsoft a annoncé que Skype sera fini. Bon, c'est peut-être pas vraiment la joie. Hein. On a aujourd'hui 36 millions... Enfin, en 2023, il y avait 36 millions d'utilisateurs contre 300 millions à la grande époque. Et ça vieillit assez mal. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp. Voilà. Par exemple. Donc oui, ça a été créé en 2003. Microsoft l'a racheté en 2011 pour 8,5 milliards de dollars. Donc, quand même, hein, c'était pas n'importe quoi. Racheter le déficit aussi, hein, parce que ça n'a jamais gagné d'argent, Skype, si je dis pas de bêtises. Il y a eu en 2024, Microsoft a essayé de redorer Skype avec l'IA Copilot. N'oubliez pas aussi que c'était aussi un service de téléphonie. Vous pouviez acheter des crédits et un numéro de téléphone virtuel, fixe, je sais pas comment... C'est une petite tentative de récupérer un petit peu de sous. Voilà. c'est mais tout. Ça n'a pas forcément Non, ça n'a pas marché Alors, non plus. là, vous avez maintenant 10 semaines pour voir avec Microsoft ce que vous faites de votre compte Skype et de ce qu'il y avait dedans. Microsoft pousse tout le monde pour sortir de là et aller vers Teams. Donc vous pouvez soit télécharger sur votre ordinateur toutes les infos que vous avez sur Skype, ou vous pouvez migrer vers Teams. Là où, c'est sûr que c'est n'oubliez pas, je me souviens de la sonnerie, hein, je me souviens de l'ICQ, quand l'ICQ est mort, t'avais... Oui. Là, je n'ai pas été jusqu'à chercher la non, t'as pas été chercher. Non, j'ai pas. Non, mais la sonnerie était particulière. Et c'est assez marrant parce que je connais encore des entreprises qui utilisent Skype tous les jours comme moyen de visio. Et Skype qui était quelque chose de perso. Au début, dans les années en 2010, on servait de Skype en perso et c'est passé en pro, en usage pro. Là où Teams, c'est plutôt l'inverse. Teams a été lancé vraiment pour les entreprises et aujourd'hui, Covid aidant et compagnie, c'est passé vers une utilisation plus perso, association et autres. Voilà, c'est une page qui se tourne, c'est aussi beaucoup de... moi, je me souviens, pour avoir eu des discussions avec l'Asie, c'était aussi un moyen en Asie. En Asie, ils utilisent et ils connaissent Skype, donc c'est un pan de l'histoire qui se tourne. Voilà. C'était aussi le premier mode de communication vidéo phone, si on peut dire, qu'on a eu à notre disposition via le web, avec une qualité qui était quand même au début très moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis qui s'est bien développée et qui a même une version broadcast qui est encore aujourd'hui. C'est la question que j'étais en train de me poser, qui est utilisée par pas mal de chaînes de télévision pour communiquer avec les gens qui sont à l'étranger, qui avant ils devaient utiliser ce qu'on appelle un uplink via satellite, etc. Et moi je me rappelle, c'était à la faveur si je puis dire, de la catastrophe de Fukushima, où on a commencé, parce qu'il fallait avoir des interviews de gens qui se trouvaient sur place et on ne savait pas envoyer. À l'époque, il y avait un nuage nucléaire soi-disant qui allait empêcher les avions d'atterrir et autres, et donc il n'y avait pas d'envoyés spéciaux, et donc il fallait interroger les gens qui étaient sur place et donc trouver des expats et c'est via Skype qu'ils ont commencé à communiquer. C'est comme ça qu'on a commencé à introduire des outils dans les régies télé pour récupérer un signal Skype et en faire un signal broadcast tel qu'une webcam, et encore aujourd'hui. Entre autres, mais pas que. Alors, je me demande ce que va devenir ce service, parce que je pense qu'ils vont quand même conserver une version professionnelle de Skype peut-être, ou alors est-ce qu'ils vont remélanger ça avec Teams, je sais pas.
Oui, ils ont déjà une solution puisque je travaille très souvent dans du... Désolé Aurélien, je prends la parole. Ils ont déjà imaginé une solution parce que travaillant dans le live streaming assez régulièrement, j'ai des clients qui sont sur WebEx et WebEx va être intégré, interprété dans Teams pour des solutions, on va dire broadcast, mais surtout WebEx Cisco était une des marques qui était venue avec des devices physiques. Donc on pouvait par exemple avoir des entrées, des sorties audio, vidéo séparées. Pour Skype aussi, entre autres QuickLink qui est utilisé. Et là, Microsoft, ils vont merger ça avec Teams pour aussi rester dans la rétrocompatibilité de ce hardware. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont le faire aussi du côté de Skype? Je ne sais pas. Mais il y a déjà des alternatives dans le monde du broadcast. On verra. Ouais, je suis pas sûr que ce soit l'alternative la choisie préférentiellement parce que ça demande quand même une machine un petit peu costaude, alors que Skype permettait de le faire avec même un smartphone et il n'y avait pas besoin d'autre chose. Oui, je me rappelle l'avoir fait tourner sur un très très peu de matériel Nokia pour la N90. personne. Voilà, donc et je pense que c'est pour ça que je pense qu'ils vont se tourner plus vers Teams à un moment donné. Enfin bref, on va refaire le monde. On va s'en remettre. C'était une petite parenthèse par rapport aux usages hors contexte familial qu'on peut avoir avec Skype, et on s'en sert aussi pour faire des rendez-vous, des interviews à distance en bonne qualité d'image. On a fait le tour de ce sujet ou oui, hein oui, bon allez. Quand la Suisse cherche, la Suisse trouve. Cherche pas souvent. Et là, tiens, pourquoi Mars, on dit que c'est la planète rouge, on va chercher un petit peu, voilà. Et c'est ça en fait, oui, c'est ça les Suisses quand ils se mettent à réfléchir. C'est rouge, pourquoi c'est rouge? Oui, on a des universités. Mais je te pose la question. Je suis très content. Il y a le mot suisse avec S majuscule. Voilà, non, mais oui. Parce que c'est l'université de. Voilà, la Suisse, la belle Suisse, la Confédération helvétique. Voilà. Bon, allez, j'arrête avec mon chauvinisme déplacé pour vous parler de chercheurs, effectivement, des scientifiques de l'université de Berne. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Berne, à l'inverse de Zurich, est la capitale de mon beau pays. Voilà, je fais un peu de géopolitique. Oui. Mais ils ont travaillé quand même avec une autre université. Alors, c'est drôle pour le sujet, puisque la planète rouge, et pour ceux qui verront l'image, elle est plutôt vers le brun. Et pour le gag, c'est pas un gag. L'université de Berne a collaboré avec l'université Brown, qui veut dire brun, aux États-Unis, pour identifier, alors là je me replonge dans mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises, la ferrihydrite ou l'hydroxyde de fer comme étant responsable de la couleur rouge caractéristique de Mars. Alors je pourrais m'arrêter là pour dire, voilà, on sait pourquoi elle est rouge, mais en fait la ferrihydrite se forme en présence d'eau liquide. Voilà, c'est un peu comme si... La terre de Mars, avait rouillé. La matière, voilà, avait rouillé après la disparition de cette eau liquide. Donc, on est sur une trace plutôt assez probante. Ça laisse suggérer que Mars a connu effectivement la présence d'eau pour qu'elle se retrouve à avoir cette couleur caractéristique. Donc on parle d'un passé plus humide de ce qui était supposé jusqu'à présent. Donc on va jusqu'à oser dire qu'il y aurait peut-être eu la possibilité de la vie avant. On continue à travailler là-dessus pour savoir le time frame, pour utiliser le bon français, c'est-à-dire déjà pourquoi cette eau, si elle avait été présente, elle a disparu, et quelles auraient été les formes de vie qu'il aurait pu avoir sur Mars. Donc là, ces analyses ont pu être faites grâce à des observations faites par les différentes sondes qui ont pu se balader autour de la planète, mais aussi sur la planète. Il faut savoir que le véhicule, je crois qu'il y en a même eu plusieurs, les fameux rovers, grâce aux échantillons qu'ils ont pu prélever, analyser,
et ces analyses ont pu être partagées avec plusieurs scientifiques, laissent apparaître que oui, il fut un temps, cette planète a peut-être eu un peu plus d'eau que maintenant. Moi, je me suis intéressé à ce sujet parce que j'ai halluciné de tomber dessus mais je vous jure, juste après à peine 2 jours avoir vu pour la première fois le film Seul sur Mars. Ah oui. Oui, je sais, j'ai des goûts cinématographiques assez particuliers. Et dans ce film, c'est un biologiste qui se retrouve tout seul parce que le reste de l'équipe est parti parce qu'ils l'ont cru mort. Et en fait, il tient le coup, et ça se tient dans ce qui est expliqué. Il y a même des procédés qui sont expliqués. Il fait le tour, l'état des lieux des vivres de ses compatriotes, enfin de ses collègues qui, eux, sont partis avec une navette. Donc, il se retrouve à regarder ce qui reste à manger pour voir combien de temps il pourrait tenir. Et tout d'un coup, il tombe sur un paquet où c'est marqué « Ne pas ouvrir avant la Thanksgiving ». Et en fait, dedans, il y a des pommes de terre. Et l'idée qu'il fait germer, c'est d'utiliser effectivement un procédé chimique pour créer de l'eau dans l'espace de vie qu'il a sur cette planète. Pour récupérer l'humidité de l'air, en fait. À partir... Exactement. Par condensation. Et faire pousser des pommes de terre à partir de celles qu'il a trouvées. Et l'histoire raconte que voilà, on peut faire pousser des pommes de terre sur Mars. Maintenant, c'est la fin de la parenthèse cinématographique. Maintenant, on sait que ceux qui iront sur Mars ont intérêt à être vaccinés contre le tétanos. Parce que s'ils se blessent là-haut, voilà. Mais voilà, on le sait. Voilà. Le fin mot de cette étude, c'est de un petit peu enfoncer le clou sur une autre hypothèse, sur le fait que, selon laquelle cette hypothèse qui avait été formulée pour expliquer la couleur rouge de Mars, était que l'hématite, une roche, un minéral qui ne nécessitait pas d'eau pour se former, était responsable de la teinte de rouge de Mars. Donc ça va en fait enfoncer le clou pour trouver une autre alternative. Est-ce qu'elle efface la précédente explication ? L'histoire ne nous le dit pas tout de suite. Alors ça, on dit la planète rouge parce qu'effectivement, sous les rayons solaires, elle apparaît rouge. Voilà. Mais sinon, c'est la Terre est plutôt ocre, comme on a pu déjà le voir. Et comme tu l'as très bien expliqué. Brun rouillé. Brun rouillé, voilà. Comme mon t-shirt. Voilà. On a bien fait le tour de Mars. On va passer au bloc-notes, si vous voulez bien. Parce que j'ai pris des notes, si ça vous dérange pas. Oui, d'accord. C'est des petites infos, le bloc-notes. C'est des petites infos que j'ai épinglées ça et là, comme par exemple celle-ci. L'annonce qui a été faite cette semaine lors du Mobile World Congress 2025. C'est parmi les annonces qui ont été faites, tu en parlais là tout à l'heure, Thierry. Perplexity AI collabore avec Deutsche Telekom pour développer un téléphone IA innovant, intégrant un assistant intelligent appelé Magenta AI. Ce smartphone attendu l'an prochain devrait afficher un tarif inférieur à $1000. L'objectif est de proposer une intelligence artificielle native et proactive qui écoute et aide en permanence l'utilisateur. C'est sympa d'être écouté en permanence par une IA. Les détails sur le design et les fonctionnalités seront dévoilés au second semestre de cette année. Tiens, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez pris vos relevés de compte récemment, ça peut vous arriver, paraît-il. Une erreur bancaire spectaculaire qui s'est produite chez Citigroup, où un client a reçu par erreur un virement, tenez-vous bien, de 81 000 milliards de dollars au lieu de 280 $ prévus. Ça fait toujours, le nombre de zéros fait un peu rêver, donc voilà, je trouvais ça sympa. L'erreur a été détectée 1h30 seulement après sa validation et annulée sans conséquences financières. T'imagines, rien que les intérêts déjà, t'aurais pu récupérer un petit quelque chose. Mais non, ça ils n'ont pas laissé ça derrière eux non plus. Citigroup a reconnu la nécessité d'améliorer sans doute cette technologie et la qualité
l'intégrité de ces données pour éviter de tels incidents. La banque a un historique de problèmes de gestion assez régulier, donc ils ont déjà reçu par le passé de lourdes amendes pour des erreurs similaires, notamment 130 millions qui avaient été déposés sur un compte en 2024 ou encore 400 millions en 2020. Voilà, c'est un peu léger, je trouve, comme mode de gestion, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Je pense qu'il faut faire une photo. C'est comme quand votre compteur de kilométrique sur la voiture affiche, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites une photo, par exemple. Ça fait un chouette souvenir. Ça sert à rien, mais ça fait un chouette souvenir. Voilà. Tu peux nous mettre l'adresse mail pour envoyer notre RIB? Oui, c'est ça. Le robot le plus rapide du monde, eh bien, sachez-le, c'est une Maserati MC20 autonome qui a atteint un record de vitesse de 318 km/h, piloté par un logiciel développé par Politecnico di Milano, une société italienne évidemment, en collaboration avec Indy Autonomous Challenge. Cet exploit met en lumière les avancées des systèmes de conduite autonome qui visent à améliorer la sécurité et la fiabilité à haute vitesse. Bien que la conduite autonome ne soit pas encore généralisée pour les voitures personnelles, on s'en serait rendu compte évidemment. Des services comme Waymo ou encore Cruise proposent déjà des taxis autonomes aux États-Unis, mais évidemment pas à cette vitesse, vous vous en doutez. Ah bah oui, c'est dommage. C'est vrai, quel dommage. La nouvelle puce Tahara, je dis Tahara parce qu'il y a 2 A, enfin il y en a 3 au total, mais c'est les 2 premiers, Tahara de Google, développé par le laboratoire X d'Alphabet, pourrait devenir un concurrent sérieux pour Starlink d'Elon Musk. Rappelez-vous du projet Loon, comme Balloon. C'était un projet de la société X, rien à voir avec Elon Musk pour le coup, mais qui était anciennement Google X Lab ou encore Google X, qui était devenu une filiale d'Alphabet. L'idée était de développer l'accès à l'Internet dans les zones les plus reculées de la planète à l'aide de ballons stratosphériques. Alphabet avait annoncé l'abandon du projet en janvier 2021, tout en indiquant que certains détails pourraient voir le jour. C'est le cas ici, avec cette puce Tahara, qui utilise des faisceaux lumineux pour transmettre des données avec un débit allant jusqu'à 20 GB par seconde sur une vingtaine de kilomètres. La puce, pas plus grande qu'un ongle, est dépourvue de système miroir complexe de sa version initiale et utilise une partie du spectre électromagnétique entre l'infrarouge et la lumière visible. Elle vise à couvrir les zones blanches en téléphonie mobile évidemment et Internet et pourrait également faciliter la communication entre véhicules autonomes par exemple. Cette puce sera disponible dès 2026. Quelqu'un avait-il un truc à rajouter par rapport à cette news spécifique? Oui, moi je voulais rebondir sur les news, la news pour la banque. Bah oui, évidemment, le Suisse, dès qu'il y a du pognon. Bah oui. Non, alors, je me suis plongé dans cette news et j'ai réalisé qu'en fait, cette banque utilise 3 étapes de contrôle et c'est lors du 3e contrôle qu'ils ont pu éviter le pire. Donc ça veut dire en fait l'argent n'a jamais été sur le compte du destinataire, malheureusement pour lui. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui peut amener de telles erreurs puisque comme tu l'as dit, c'est 280 ou 280 $ qui devaient être initialement transférés. Le chiffre est loin de ressembler aux 91 000 milliards qui devaient arriver. Moi, j'ai une théorie. Ça fait peur. J'ai une théorie, et la théorie, c'est le télétravail. Je pense qu'un employé de la banque a un chat qui s'est vautré sur le clavier au mauvais moment, tout simplement, comme font souvent les chats. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Ce sera assez logique. Moi, je trouve que mon explication tient debout. Voilà. Et donc, le télétravail, ça peut poser des problèmes. Ouais. Et les chats ont inventé Internet, voilà. Voilà, et les chats font des virements. Du coup, voilà. Si vous avez une idée de votre côté, si vous pensez avoir la raison pour laquelle on peut faire ce genre d'erreur, technique ou non technique, n'hésitez pas à nous le faire savoir, évidemment, en commentaire. Bah oui, ça nous intéresse tous. La Chine prend une longueur d'avance. Point. La Chine prend une longueur d'avance dans le ferroviaire. Pas que dans l'absolu, dans le ferroviaire aussi. Aurélien, 400 km/h de vitesse commerciale, c'est bien plus que ce que fait le TGV français, me semble-t-il. Et oui. Donc on a eu une petite news cette semaine d'une vidéo je vais dire le mot, de propagande de l'État chinois qui annonce
Le projet CR450, donc qui est un train à haute vitesse. Alors, je ne suis pas pro-chinois, mais si à ce moment-là, la France fait aussi pas mal de vidéos de propagande. Hein. Si ça, ce sont des vidéos de propagande, ils se sont un peu vantés, ils sont un peu chauvins. Si le chauvinisme, c'est faire de la propagande, à ce moment-là, je suis désolé, mais bon. Bref. Donc, une vidéo qui présente un train à très grande vitesse, 400 km/h de vitesse commerciale, 450 en pointe. Je rappelle qu'en France, la vitesse maximale autorisée ouais. par la réglementation et la vitesse autorisée maximale, c'est 320 km/h, soit 80 km/h de plus, enfin de moins que le TGV oui. chinois. Alors, pour remettre les choses un peu dans le contexte, donc il y a deux types de trains. Il y a les trains à sustentations magnétiques comme les maglev au Japon qui peuvent atteindre des vitesses au-delà de 600 km/h, 603 pour être très précis. Mmh. Et il y a les trains sur rail dont la France possède le record du monde. Je vous rappelle, TGV Alstom sur la ligne Paris-Est qui a atteint dans des conditions particulières 574 km/h. Mais en expérimentation, hein, avec les caténaires tendus à fond. Ouais. Tout tendu à fond. Tout tendu à fond. C'est-à-dire que là, on ne pourrait pas mettre des voyageurs dedans. Non. Alors, ce train, il est très joli. Il parle de composite, il parle de fibre de carbone. Est-ce que ça pourrait être des choses de série? Je ne suis pas forcément sûr. Des alliages de magnésium pour faire le fuselage. Plus léger, plus aérodynamique. Ils ont dû travailler sur, à ces vitesses-là, ils ont dû travailler beaucoup sur les bruits aérodynamiques, le frottement de l'air sur la carlingue, pas sur la carlingue, sur le TGV, quoi. Sur la carrosserie. La carrosserie, ouais. Ouais. L'intérieur a aussi été retravaillé pour ressembler à un intérieur vraiment d'aéronautique. Vous avez des sièges qui peuvent tourner pour se mettre face à la vitre, en position de travail, ainsi de suite. L'article, je vous ai mis plusieurs articles, plus la vidéo, dit que, voilà, aujourd'hui, un Paris-Marseille, on pourrait le faire avec un TGV chinois, là, un CR450, on pourrait le faire en moins de 2 heures. Là, aujourd'hui, on le fait en 3 heures avec un TGV standard. Bon, la guerre technique et technologique est lancée. On peut aussi se poser la question bon, je pense qu'on serait capable de faire des TGV qui vont plus vite. Mais pour aller où? Techniquement, pour aller à Marseille. Ah oui, et oui, pas plus loin que Marseille, parce qu'après, on aurait des problèmes. Mais bon, l'Europe va encore se retrouver face à des problématiques de réglementation, hein, parce qu'on sait très bien que la réglementation, je pense, sur le ferroviaire, nécessite un tas de certification, de précaution, oui, sûrement, voilà. Oui. Et que voilà, même si on a le record du monde avec nos TGV, on ne sait pas mettre des voyageurs dedans pour le moment. Donc voilà, moi ça me pose plein de questions. Je me dis, est-ce que demain, dans quelques années, quand je ferai un Paris-Lyon, je serai sur un TGV chinois? Est-ce que vu qu'on l'État se désengage aussi de certaines lignes, et qu'on a ouvert la concurrence, hein, je vous rappelle que sur, je crois, Paris-l'Italie, vous n'êtes pas obligé de passer par la SNCF. Est-ce qu'on pourra avoir un train à plusieurs vitesses? Voilà, je pose la question. Alors, il y a quand même la question des rails, hein, des infrastructures, je veux dire. Bon, elles ont été conçues pour un train qui roule à une certaine vitesse. Les forces d'inertie dans les virages et les choses du genre, c'est quand même très différent, avec à 100 km/h de différence. Je pense que c'est pas... Sauf erreur de ma part, le record du monde de 575 a été fait sur les rails standards. Hein. Oui, d'accord, mais ceci dit, peut-être pas... Moi, je me rappelle, pour l'anecdote, avoir pris la ligne... à l'époque, c'était déjà le TGV Méditerranée, donc Lille, Marseille, mais à vitesse standard. C'était parce qu'il était inauguré juste la semaine après, par Jacques Chirac d'ailleurs. Et donc, on l'a fait en vitesse standard, et il y avait des endroits où même il s'arrêtait. Et je me rappelle qu'on s'est arrêté dans un virage, et que je suis resté scotché à la vitre pendant 20 minutes,
parce que à vitesse commerciale, on le sent pas parce que force d'inertie aidant, on est bien droit dans son siège et c'est bien calculé, c'est nickel, c'est confortable. Mais par contre, à l'arrêt, on est vachement penché. Voilà. Donc tout ça se calcule évidemment en fonction de la vitesse commerciale du train qui va y passer, etc. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Les Chinois vont pas venir nous placer leur machine sur nos rails, sauf si évidemment tout d'un coup quelqu'un se met, un politique ou autre, se met à se dire tiens, moi j'achèterais bien chinois, c'est moins cher que français, et ce qui serait pas très malin, parce que bon, voilà, une machine fabriquée en Europe, c'est aussi des emplois, et donc c'est important d'y penser. Pendant ce temps-là, Thierry picole. Ouais, j'avais soif. Je suis à l'antenne. Oui, non, mais on nous écoute, on ne nous voit pas. Voilà, tout ça pour dire que très bien, ils ont battu un record. Ceci étant dit, au Japon, ils battent des records de vitesse aussi avec leur train à grande vitesse. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas la même technologie. On est d'accord, mais c'est. Juste avant. Ça fait plaisir quand même de voir aussi enfin voilà, et puis les distances sont pas les mêmes, le pays est pas le même. Tu vois, avant d'atteindre les 400 km/h sur un territoire comme la France, déjà, t'es quasiment arrivé. et par contre, oui, on peut le voir à l'échelle européenne, tu me diras, c'est vrai aussi. Oui. Mais malgré tout, c'est pas la peine. Oui, en Belgique déjà, tu montes à l'arrière. Si tu descends à l'avant, il n'y a pas besoin de faire avancer le train. T'es arrivé. Donc, j'exagère, évidemment, et je me moque. Mais je suis le seul à pouvoir le faire. Voilà. On vous met tous les liens vers les vidéos, la fameuse vidéo de propagande pro-chinoise, du train pro-chinois. On vous le met aussi en rab. Ils se sont un peu vantés, un peu plus qu'un Français moyen. Donc, forcément, c'est de la propagande. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On passe au sujet suivant. Je vais dire, il manque le mot sûr dans cette phrase, mais c'est pisté. Je reprends le titre. Quand on peut pister n'importe qui. Donc il ne faut pas le mot sûr dans le... C'est une découverte effrayante concernant le réseau localisé d'Apple. Pourquoi donc ? Affreux. Il y a un bug. Il y a un bug, il y a une faille de sécurité dans le principe même des AirTags. Vous savez, ces petites pastilles, vous mettez une CR, on continue avec les CR, mais une CR 2032. Pour la petite histoire, ça c'est un petit aparté, j'ouvre et je referme vite la parenthèse. Je viens, après tant d'années d'électronique, enfin comprendre l'appellation de ces fameuses piles boutons 20-32. C'est 20 pour le diamètre et 32 mm pour la... voilà, il a fallu que j'attende un certain âge pour... 3,2. Oui, 3,32. Voilà, parce que ça, c'est à ce moment-là, c'est un 33 tours à ce moment-là. C'est une autre technologie. Oui, il pourrait bosser dans une banque. Elle rentre pas. Oui, voilà. Je ne sais pas où mettre la virgule. Je la mets là. Donc voilà, ces fameuses petites pastilles blanches qui coûtaient un bras, qui ont baissé un peu de prix d'ailleurs, parce que maintenant il y a plein d'alternatives, pas chères du tout. Eh bien, en fait, il y a des chercheurs qui ont mis au point une méthode qu'ils ont appelée la N-Route Tag, N pour... November Route Tag, pour parler couramment. C'est des chercheurs de la Mason University qui ont trouvé une technique pour en fait tromper le système. Parce qu'il faut savoir que ces trucs, alors je voulais parler de la pile 2032, c'est pas par hasard parce que ça consomme très peu de courant et ça envoie un signal assez fréquemment en Bluetooth. Alors, pour décortiquer comment ça fonctionne, ils ont en fait, je vous explique le principe de l'attaque, ils ont mis au point une méthode qui consiste à faire passer l'appareil ciblé par un AirTag perdu. En gros, par exemple, un autre smartphone, un ordinateur portable. Là, ils se sont amusés avec un vélo électrique, puisqu'il y a aussi du Bluetooth là-dedans. Et ils permettent de... alors, ce que dit l'article, c'est qu'il faut quand même accéder à l'objet.
parce qu'on va lui mettre un malware, on va lui mettre un logiciel. Mais ce qui est intéressant, c'est que le logiciel qu'on va installer, qu'on va essayer d'implanter sur l'appareil, on n'a pas besoin de niveau de sécurité monstrueux, on n'a pas besoin d'être en route, admin ou quoi que ce soit. Et ce malware va faire passer l'appareil pour un AirTag, c'est ça en fait. Exactement. Il va émettre, il va émettre la même chose, mais il va surtout se farcir des envois et des envois et des envois de clés de sécurité, parce qu'il y en a quand même. C'est pas juste un signal Bluetooth pour dire coucou, je suis le porte-clés de Thierry. Non, je dois générer des clés de sécurité. Et puis à un moment donné, effectivement, une de ces clés peut passer et la brèche est franchie. Ils vont jusqu'à pousser le vice à collecter toutes les séries de codes qu'ils ont générées pour après s'en resservir sur d'autres attaques. Et après, effectivement, l'objet, là en l'occurrence, ils se sont amusés à suivre un vélo électrique pendant tout un trajet. Ils ont pu, à l'insu de l'utilisateur, mais je mets des très grosses guillemets parce qu'il faut quand même venir installer le logiciel dans l'appareil. Oui. Ils ont pu suivre cet appareil, ce véhicule sur les services en ligne de chez Apple, que ce soit sur votre smartphone ou sur iCloud.com, où vous pouvez, avec le Find Me, oui, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais, en français c'est localisé. Oui. Et puis, ils ont pu ainsi suivre en temps réel les déplacements du vélo. Ils ont signalé la chose à chez Apple et la réaction, c'est qu'effectivement, cette vulnérabilité n'a pas encore été... ils n'ont pas encore précisé les mesures qu'ils veulent mettre en place pour y remédier. Ils sont sur le coup. Et puis, je vous ai partagé un GitHub où, effectivement, ils expliquent précisément en quoi consiste cet exploit. Il faut quand même un petit peu de puissance de calcul. Là, j'ai pas très bien compris comment il mettait en route effectivement une puissance de calcul pour essayer toutes ces clés. Mais comme on est sur un transfert de données sur du Bluetooth, c'est pas non plus quelque chose de très conséquent à calculer. Et comme je vous le disais, eh bien, les tentatives qu'ils ont faites jusqu'à trouver une bonne clé, ils les conservent parce qu'il se trouve que peut-être un autre AirTag, ou en tout cas un autre simulacre d'AirTag pourra peut-être utiliser une clé qui cette fois-ci sera utilisée et utilisable. Voilà. C'est assez amusant. Là, de nouveau, je me pose la question de savoir, les gens, ils ont du temps dans certaines écoles. C'est vrai. Voilà. J'adore la technologie des AirTags. Ah oui, c'est pratique. Il n'y a pas à dire. C'est très très pratique. Et puis c'est vrai que pour avoir testé des alternatives moins chères, alors je fais aucune pub parce qu'on est sponsorisé par personne, mais il y a une célèbre marque de magasins en France qui commence par A et qui finit par un autre mot, qui vont d'ailleurs venir en Suisse où on trouve des trucs vraiment pas chers. Et je dois reconnaître que ça marche assez bien. La seule différence qu'on va trouver sur des produits non Apple, c'est cette fameuse précision au dernier mètre, c'est-à-dire que le AirTag que vous avez chez vous, vous allez pouvoir, avec le smartphone, carrément vous orienter physiquement scanner dans la bonne direction pour pour le trouver, là où un autre appareil va vous dire il est par là, quoi. Et puis à la limite vous le faites sonner pour retrouver votre paire de clés ou un autre objet. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'Aurélien avait un truc à rajouter par rapport à cette information? Est-ce que Non, je voyais pas pourquoi. Enfin, la pile, j'ai pas compris. Mais c'était juste pour dire qu'il s'est alimenté par une petite pile, c'est tout. C'est pas juste qu'il avait découvert. Oui, non. Alors, je faisais le gag. J'ai trouvé le AirTag de la pile. Tu voulais juste montrer que tu connaissais la dimension d'une. Oui, non, je fais mon intéressant parce qu'en fait, alors, il y a une info qui explique pourquoi. Alors là, du coup, je sors d'un autre sujet, mais il faut savoir que sur ces appareils, le côté un peu embêtant, pour parler poliment, c'est que la batterie et le signal Bluetooth va vous savez que le milliampérage, enfin l'ampérage, la puissance d'émission de la batterie est pas très très forte, mais du coup on va avoir un AirTag qui va aller grosso modo fonctionner pendant une année avant qu'on change la pile. Mais quand vous avez plusieurs AirTags, ça commence à saouler. Et là, je fais un petit aparté avec la van life. Imaginez que vous planquez un AirTag dans la carrosserie de votre véhicule. C'est un peu embêtant de chaque fois démonter une portière, un truc, parce que vous allez essayer de le planquer dans votre véhicule pour changer la pile. Et il y a une boîte américaine qui a fait un produit qui est assez sympa. En fait, vous allez visser votre AirTag dans un support de pile AA, où il y en a 2. Et là, c'est plus une année, mais c'est carrément 10 ans.
Le oui, du coup, il y a AirTag, plus de courant. il va être encapsulé, il va être encapsulé dans ce truc qui est même hermétique. Oui, ça on s'en fout, puisque combien, etc. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être esthétique ou quoi que ce soit. Voilà, exactement. Puis vous le planquez dans un véhicule ou dans un objet auquel vous tenez. Et là, votre AirTag, il va avoir une capacité de batterie qui vont largement dépasser l'année de ces fameuses piles CR2032. Voilà. Voilà. Donc voilà, on parle d'une découverte effrayante concernant les réseaux localisés d'Apple, et on finit par parler de piles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ça les technos. C'est ça les technos, c'est ça, voilà, c'est comme ça que... Allez, encore un sujet, puis on va faire de dos. Évidemment, si vous nous écoutez le matin au bureau, évidemment qu'on va pas faire dodo. Il faut, voilà. Aurélien, ça c'est une news qui t'a particulièrement énervé. Je le sens, tu es vénère, tu es fachouin, tu es colère, comme dirait Poulvord. Les États-Unis, nos ennemis, donc, nous volent nos startups. Oui, voilà, ça c'est du lancement. Oui. Non mais je reçois la lettre d'information Madines. Oui. Donc tu as déjà parlé ici. Oui, c'est un média qui parle du start-up, de l'économie. Ouais, c'est bien foutu. C'est chouette. C'est pas mal, ouais. Et là, ça m'a énervé. Fait honnête, ça m'a énervé. J'ai découvert qu'il y avait donc en France, il y a des incubateurs, des accélérateurs, enfin il y a vraiment des structures, des gens qui sont payés pour aider les startups à se développer, à embaucher, à les former, voilà, et qu'ils trouvent en France ou en Europe un terrain propice, des clients, tout ce que vous voulez. Et je lis que un accélérateur aux US du côté de San Francisco qui s'appelle Y Combinator accélère des boîtes françaises. Donc il y a des startups françaises qui postulent pour avoir des dossiers, envoient un dossier pour être accéléré dans cet accélérateur. Alors c'est a priori l'accélérateur de startup où il faut être 1% de taux d'acceptation. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de recalés et pas beaucoup de... Voilà. Et je vais citer les noms, mais je ne ferai pas de la pub pour ces startups. Les 3 startups là qui sont dans la promotion hivernale W25, je pense que ça veut dire Winter 2025 de Y Combinator. Une boîte qui s'appelle Dolyglot, on en avait parlé. La promesse de cette startup, c'est de dire que vous prenez 15 secondes de votre voix, d'enregistrement audio de votre voix, et vous pouvez générer du contenu audio et vidéo dans 60 langues à partir de votre voix. Bon, je pense que c'est le truc qui plaît le plus à Marc. Oui, j'adore. Oui, je sais que t'adores. Alors moi, j'adore vraiment. Ouais, je sais, mais bon, chacun choisira. Est-ce qu'on a besoin d'aller aux US pour faire ça ? Je suis pas sûr, mais bon, admettons. C'est une bonne Deuxième boîte, Zéro Entropie. Donc c'est des gens qui travaillent sur de l'IA et qui, la promesse, c'est qu'ils voudraient développer le moteur de recherche le plus précis au monde pour créer des outils IA qui sont, selon eux, les plus fiables. Donc vous lui donnez pareil des documents à foison non structurés et autres, et il toutouille tout ça et il vous fera des outils, des propositions par des outils IA qui sont selon eux les plus précis et qui évitent les hallucinations des outils IA. On en a déjà parlé ici. Et alors le troisième, alors là ça c'est le summum de ce qui m'énerve, une boîte qui s'appelle Excellence AI et qui propose de faire des exercices pour les lycéens en fonction de leurs lacunes et de leurs difficultés. Ça leur fait des exercices de bachotage ciblés sur leur niveau. Sur leur niveau et leurs difficultés. Alors, plusieurs choses. Je comprends pas qu'on ait besoin... Enfin, je comprends pas qu'on permette à des gens d'aller là-bas pour accélérer leur start-up. Et je vais juste... Attends, Marc, avant de reprendre, je vais juste faire un... Il y a eu un gros dossier aujourd'hui en France sur
les problématiques liées à la recherche scientifique. Puisque voilà, toutes ces startups, elles sont pas nées de rien. Il y a généralement c'est un investissement qui ont eu des idées et qui ont fait de la recherche sur des algorithmes, des méthodes, voilà. Et sans faire trop de politique, mais on est un peu obligé. Il y a des manifestations qui sont en cours, enfin qui vont avoir lieu la fin de cette semaine, parce que voilà, l'argent pour la recherche, et notamment la recherche liée à des problématiques liées au climat, tout ça c'est en train d'être verrouillé, annulé, et ça met des gens, notamment aux États-Unis, dans des précarités assez importantes. Oui. Et ça m'apparaît être un fait. Enfin, ça m'apparaît être grave, une situation grave. Et en plus de voir que de cette recherche naissent des idées qui génèrent des startups qui ensuite vont aux US, moi, ça me dépasse. Je comprends l'amertume et je plus sois, si je puis dire, mais il faut aussi se rappeler que ces incubateurs, alors d'abord ils ne choisissent pas n'importe quelle entreprise, ils choisissent des entreprises vraiment innovantes et sur lesquelles ils peuvent tabler, et proposent du financement également pour participer à leur incubation, si je puis dire. Il y avait par exemple Techstar, qui est un peu le concurrent de Y Combinator, qui était aussi un incubateur qui a essaimé partout en Europe, parce qu'ils ont aussi créé des sous-incubateurs un peu localisés, etc. Mais Techstar, par exemple, propose un financement de $100,000 aux startups qui viennent dans leur incubateur pour la période de 3 mois ou d'un mois ou de 2 mois, je ne sais plus exactement. C'est le cas de Combinator également. Eux, c'est $120,000 qu'ils proposent aux startups pour les attirer dans le système, mais aussi pour les former. C'est une valeur, cette formation et tout ce qu'on leur donne comme information. Et je ne suis pas certain que chez nous, malheureusement, en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, on ait des gens qui sont prêts à mettre sur la table de l'argent, 100 000 euros, pour simplement dire, voilà, on va vous financer votre formation et l'incubation de votre idée, etc., à fond, entre guillemets, perdu quasiment, même si on sait que derrière, les retombées peuvent être importantes. Je me pose la question, je ne prétends pas avoir la réponse. Voilà, les US peuvent pas dire, je coupe tout l'argent de la recherche et les chercheurs vont aller en Europe. Non. Et je renvoie les boîtes que je subventionne, ok, pour générer, enfin que le cash soit fait là-bas après. Oui, non, mais il y a des équilibres, mais ça c'est les balances économiques entre pays, ça rentre aussi dans ce domaine-là. C'est au plus offrant, c'est au plus voilà. On n'a pas la solution ici. On va pas. Oui, tu as parlé tout à l'heure du sommet de l'IA. Qu'il y a eu en France, oui, c'était hors enregistrement, donc ça va être un peu difficile, là tout le monde doit raccrocher. Il mélange ce qu'on dit. On disait il y a un petit temps déjà, avant l'enregistrement, on parlait du sommet IA. Il ne faut pas me faire croire que ces boîtes-là, elles ne pouvaient pas se faire connaître dans ce sommet-là. Elles pouvaient peut-être, mais peut-être qu'elles n'avaient pas le temps. Alors maintenant, on en parle aujourd'hui, mais ça fait combien de temps qu'elles sont en train d'incuber Voilà, c'est des projets à long terme aussi. Ça s'est pas fait ce matin. Je veux dire, ça date peut-être d'avant une certaine élection aussi. Enfin, bon. Avant de juger, je serais beaucoup plus chafouin comme toi d'ailleurs, si j'apprenais qu'une entreprise ou une start-up française ou belge ou européenne en tout cas, décidait de s'exporter volontairement aux États-Unis, voilà, parce que ça c'est une autre affaire entre guillemets, surtout si c'est issu de, je sais pas moi, d'une université localisée chez nous, qui a investi sur cette idée, etc. Donc il va falloir faire un tout petit peu de protectionnisme à un moment donné, je suis d'accord. Ça me semble assez évident. C'est amusant parce que la news que tu nous proposes là, Aurélien, elle aurait pu être suisse, parce que moi je suis encore plus critique par rapport à ce qui se passe ici, parce qu'on est dans un pays très riche, pour pas le rappeler, et en fait l'investissement ou le risque d'investir, il est ridicule. Oui, c'est fou. Je vais te donner un chiffre et ça va calmer tout le monde. 100 000 balles. 100 000 francs, c'est plus ou moins la moyenne. Et voilà, que peut lever une start-up.
sur pas sur le premier, hein, par les 3 F, les Full, Friends and Family. Je parle de quelqu'un qui veut éprouver maintenant sa techno, la mettre sur le marché, puis qui a besoin de commencer à trouver des fonds pour financer la suite. Elles sont obligées à un moment donné d'aller chercher à l'étranger. Et le pire, c'est qu'on a des cantons comme celui dans lequel j'habite, le canton de Vaud, qui s'enorgueillit après de dire bah tiens, on a une licorne, hein, vous savez, ces fameuses startups capitalisées à 1 milliard. 1 milliard de francs suisses à l'heure actuelle, ça fait pas mal de dollars. Hein. La dernière fois que j'ai regardé, il était à 1,13. Mais c'est pas de l'argent suisse. C'est pas des investisseurs suisses. Et c'est choquant pour nous, ici en Suisse, quand on entreprend, de voir que malgré dans un pays très innovant, à la pointe, qui se vante d'être à la pointe sur pas mal de domaines, et ben financièrement, qui est confortable aussi, et ben non, on n'a pas cette culture de prise de risque. Alors peut-être qu'il se passe, oui, il commence à avoir ça en France, où là où moi je pensais que la France aller un peu plus loin, mais effectivement peut-être les sommes maintenant évoquées sont plus difficiles à obtenir, je ne sais pas. À l'occasion d'un autre podcast, celui qui a précédé celui que vous écoutez il y a plus de 11 ans maintenant, j'ai eu l'occasion d'interviewer pas moins de 150 patrons de start-up. Il y en a plus beaucoup qui ont pignon sur rue aujourd'hui, je vous le dis franchement, parce qu'il y avait de tout là-dedans, évidemment. 150, et parmi ceux-là, certains sont partis aux États-Unis, parce que sur un tour de table et un pitch, ils faisaient une levée de 800 000 $, ou d'1 million de dollars, sur une idée, et voilà. Et alors que, effectivement, petit pays, petite Belgique, il fallait beaucoup ramer, beaucoup galérer, beaucoup discuter et faire beaucoup de réseautage pour peut-être lever 80 000 €. Et avec 80 000 €, tu le sais bien, tu tiens 3 mois et puis merci, au revoir, quoi. Voilà. Le rapport, il est là aussi. Effectivement, le capital risqueur, entre guillemets, ne sont pas sur la même échelle, manifestement. Un peu de courage, que le diable. Mais voilà. On aura certainement l'occasion d'en reparler. C'est vrai que c'est un sujet passionnant, hein, mais ça sort même presque du cadre technologique. Hein, c'est vrai pour plein de choses. On a bien fait le tour de la question ou il faut qu'on se répète? Tout ça pour dire qu'on termine tout doucement cet épisode. Je vous renvoie, je ne l'ai pas dit en début d'épisode, mais je le dis à la fin, parce que si vous écoutez jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment fan des technos. C'est de pouvoir vous renvoyer vers les hors-séries que nous vous proposons maintenant depuis le début de cette année 2025. Et le dernier hors-série en date concerne un ascenseur qui fonctionne avec des eaux usées. Voilà. C'est un hors-série, il fait une quinzaine de minutes, où tout vous est très très bien expliqué par Aurélien, qui est ici même, et le monsieur qui représente la société qui a fabriqué cet ascenseur, la société Poma. Tu me le disais hors enregistrement, et c'est une société qui, son nom n'est pas connu, mais tout le monde qui a été déjà au ski, par exemple, a utilisé les installations Poma, parce qu'ils fabriquent entre autres des téléphériques, des remontes de pente, des télésièges et des choses comme ça. Et sauf si vous venez skier en Suisse, bien évidemment. Oui, parce qu'en Suisse, ils ont leur propre marque, ils ont leur propre matériel. On ne mélange pas. Mais quoi qu'il, et donc cette espèce d'ascenseur funiculaire, hein, parce qu'il est en pente, cet ascenseur, et mu. Se meut à l'aide de la masse qui constitue une masse d'eau qui est de l'eau usée, qui doit de toute façon descendre la colline à un moment ou à un autre pour aller dans un système de recyclage et d'épuration. Juste une question, c'est ce qu'on appelle des eaux grises ou des eaux noires? Si tu vois la différence. Alors, je n'ai pas posé la question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 1 tonne d'œufs à chaque fois qui descendent. Alors, c'est les eaux noires. C'est des eaux noires. C'est des eaux noires. Donc, je fais rapidement la différence. On parle bien de déjection humaine. Voilà, c'est ça. C'est pour la différence entre les eaux grises, c'est les eaux, voilà, vous êtes lavé, machin, etc. C'est avec du savon et des choses comme ça, ou de l'eau de pluie, même. Hein, c'est des eaux grises aussi. Les eaux noires, c'est vraiment là les matières fécales, etc. Bon, voilà. Mais c'était pour savoir. Mais je vous renvoie à ce hors-série. Il est passionnant, comme la plupart, enfin comme tous nos hors-séries, pour que je dise la plupart. Par ailleurs, prochain hors-série, on va parler. Ce sera avec David. On parlera des LED bleus.
Vous voyez les LED, les diodes électroniques, mais bleues. Spécifiquement bleu, parce qu'il y a toute une histoire autour de ça, c'est passionnant. Et David nous explique ça en long, en large, en travers. Ça prend un peu de temps, mais c'est passionnant. Et donc, on vous le proposera. Ce sera dans la foulée de cet épisode, donc ce week-end, dimanche. Vous êtes peut-être déjà là si vous les écoutez plus tard. Donc, voilà. On a fait le tour de la question. Je suis épuisé, moi. Je sais pas pourquoi vous. Enfin, moi, je suis. Voilà, une journée de travail plus les technos, c'est fatigant. Passez une très très bonne semaine. Vous aussi, les garçons. On se dit à très bientôt et très très bientôt. Et bisous, chat.